Merci Séba, j'arrivais plus à activer mon micro. Très bien, ça fait une bonne transition du coup avec les secteurs indirects puisqu'on a vu donc l'application du shop floor dans un secteur hors production. Et effectivement, je vais vous parler du lean dans ce qu'on appelle les secteurs indirects, c'est-à-dire en dehors de la production industrielle. Effectivement, donc on peut faire du lean dans tous les domaines, dans tous les secteurs. On peut faire du lean dans l'agroalimentaire, on peut faire du lean sur des chantiers de génie civil et on peut même faire du lean chez soi. Et on peut aussi faire du lean dans les bureaux, dans des services comptabilité, voilà, partout. Et pourquoi on peut faire du lean partout? Parce que tout simplement, c'est une méthode, c'est pas juste une boîte à outils. C'est une vraie philosophie. Donc, je rappelle la définition de Jean-Philippe. Le lean, c'est une définition proposée, c'est une recherche méthodique et systématique d'élimination des gaspillages. Et c'est l'implication de tous les membres de l'organisation. Donc, finalement, ça s'applique partout. Le but, c'est d'améliorer les conditions de travail et d'accroître la performance. Alors, par contre, même si ça s'applique partout, on ne va pas forcément utiliser les mêmes outils que dans l'industrie, qu'en production. Là, je vais me focaliser surtout sur les outils qu'on va utiliser dans les bureaux. Notamment, on va utiliser un outil qui s'appelle le 5S, qui est un outil qui permet d'ordonner, toujours pour les mêmes objectifs, améliorer les conditions de travail et la performance. Donc, ça s'appelle 5S simplement parce qu'il y a 5 étapes qu'on fait commencer par la lettre S. En japonais, ça commence par la lettre... Chaque étape commence par la lettre S. On a réussi à trouver des traductions en français qui commencent aussi par des S. Je vais montrer quelques exemples après. Un autre outil qui est très utilisé dans les secteurs indirects pour mettre en place la philosophie Lean, c'est la swim lane. Alors, ce mot-là n'est pas connu partout. On entend aussi diagramme de processus, schéma de processus. C'est un outil qui permet de décrire des processus, mais de les décrire avec une formalisation spécifique qui permet de mettre en évidence certains gaspillages. Donc, je vais y revenir après également. Et un autre outil qui est le Kanban, qui est un outil de visualisation de l'avancement des activités, qui permet de fluidifier les flux, les processus, et qui permet aussi de gérer, de réduire des stocks et de gérer, par exemple, des réapprovisionnements. Et dans la boîte à outils Lean, pour les secteurs indirects, on va beaucoup utiliser des méthodes de résolution de problèmes et on va beaucoup se baser sur le PDCA dont Jean-Philippe a parlé en tout début de présentation, qui est la méthode d'amélioration continue en 4 phases. Où on va planifier, puis réaliser, vérifier et pérenniser les améliorations. Donc ça, c'est les principaux outils qu'on utilise. Et il n'y a pas forcément besoin d'être un expert du Lean pour pouvoir se les approprier. Donc notamment le 5S. En fait, le 5S, ça permet, donc c'est pas seulement une méthode de rangement, ça permet vraiment d'améliorer les conditions de travail, de faciliter l'organisation et surtout de gagner du temps. Donc je vous ai mis des exemples. Donc, par exemple, le rangement d'un tiroir individuel, pourquoi pas. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on va partager des ressources. Donc, vous avez peut-être tous en tête l'image de l'armoire du bureau, où tout le monde ne s'y retrouve pas forcément. L'outil 5S permet d'ordonner, de débarrasser l'inutile, d'ordonner, de ranger et de mettre en place une routine qui permet d'entretenir tout ça. Et donc là, on a un exemple sur la droite d'une valise d'animation qui est complètement standardisée. Alors, c'est peut-être extrême, hein, chaque chose à sa place, mais comme c'est une ressource partagée, on est sûr de retrouver à chaque fois qu'on l'utilise les ressources, les bons outils au bon endroit. Et donc, on n'a pas de mauvaise surprise.
Le 5S est aussi très, très intéressant sur le bureau virtuel. Donc, il y avait une question tout à l'heure sur le home office. On va profiter de la fin de la conférence pour répondre aux questions. Mais c'est vrai qu'avec avec le confinement et avec le home office, finalement, on a tous été confrontés peut-être parfois à des difficultés de mise en commun des espaces de travail. Et en fait, on peut faire du 5S sur les bureaux, sur les ordinateurs. Donc, évitez ce que vous voyez en bas à gauche de mon écran, donc le bureau Windows qui est encombré d'icônes. C'est possible en appliquant cette méthodologie. Donc, ça peut être très, très efficace et très utile lorsqu'on travaille sur des ressources partagées. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre outil qui est peut-être un peu moins facile à appréhender de premier abord, mais qui est très puissant, c'est donc le schéma de processus. Ça permet de décrire des processus de manière très visuelle. On va avoir une ligne par intervenant dans le processus. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle swimlane. Hein, c'est une analogie au couloir de natation. Donc, quand on va à la piscine, quand on allait à la piscine, quand elles étaient ouvertes, on nageait dans son couloir en y restant. Et donc là, c'est l'idée. Il y a un couloir dédié par intervenant. Cette représentation-là du processus, donc on va venir représenter le processus sous forme de diagramme. Et cette représentation-là, elle permet d'éliminer des gaspillages. Comment? En fait, on va repérer un certain nombre d'indicateurs, donc notamment le nombre de couloirs. Ça donne une indication sur du coup le nombre d'intervenants dans un process. Plus il y a d'intervenants, plus on se rend compte que le process est complexe. Il y a peut-être des choses à améliorer de ce côté-là. Le nombre d'interfaces, c'est-à-dire le nombre de fois où le process, où il va y avoir une intersection entre les lignes du couloir de natation et les flèches entre les éléments du diagramme. Donc, à chaque fois qu'on va passer d'une ligne à l'autre, c'est une interface à gérer. Donc, c'est une difficulté supplémentaire dans le processus. Donc, ça aussi, ça peut être source de gaspillage. Donc, c'est à identifier et à limiter. Le nombre d'itérations. On peut avoir des processus qui sont répétitifs. On peut avoir des boucles de correction. Donc, cet outil-là permet de les identifier. Et surtout, on va identifier un temps de passage, c'est-à-dire entre la première action du process et la dernière action du process, on va pouvoir mesurer un temps de passage. Et donc ça, par exemple, c'est utile quand vous avez besoin de répondre à des clients en bureau d'études, que ce soit des clients internes ou des clients externes, pour se rendre compte que entre les différents services qu'on peut avoir en interne, il y a beaucoup de boucles d'itération, de revérification, de correction, et donc ça allonge le temps de passage, ça alourdit le processus, ça augmente le risque d'erreur. Et donc l'outil Swimlane permet de représenter ça et de travailler sur ces problématiques-là. On va aussi pouvoir mesurer le nombre de documents. On va pouvoir aussi se rendre compte qu'on attend la fin du processus pour détecter les erreurs. Donc voilà, c'est un outil qui peut être utilisé pour beaucoup d'améliorations et qui peut montrer des améliorations de performance assez rapidement. Et un dernier exemple d'outil qu'on peut utiliser dans les bureaux, alors c'est le Kanban. Pour le coup, c'est un outil qui est très utilisé en production, en logistique notamment. Kanban, ça veut dire étiquette. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Jean-Philippe. L'idée, c'est d'identifier le passage d'un process à un autre en appliquant une étiquette sur le produit qui va avancer. Donc ça, ce serait en production. On peut le faire de façon virtuelle. Donc, je vous ai mis l'exemple d'une application. Donc là, en l'occurrence, c'est Trello, une application qui permet de faire un commande virtuel. Et donc, on va utiliser des petites étiquettes qu'on va faire avancer d'une colonne à une autre, donc d'une phase d'un processus à l'autre, pour indiquer, j'ai fini ce process-là, on peut passer au process suivant. Donc, ça permet de tacter le processus et surtout de réduire l'encours. Je ne fais que
je ne déclenche mon activité que quand je reçois l'étiquette, donc le produit du processus en amont. Ça permet de visualiser l'avancement. Donc là, pour le coup, le tableau Trello est visuel. Donc on voit tout de suite où se situe chaque élément de mon process. Et ça permet aussi, donc, comme je le disais, de réduire l'encours, de réduire les stocks. Alors, une autre application du Kanban qu'on peut faire dans les bureaux, c'est l'application qu'on retrouve en production. C'est vraiment de déclencher le réapprovisionnement. Et donc là, j'ai mis un exemple qui est en place chez Flair. Dans les bureaux, donc pour réapprovisionner les petites pochettes transparentes, il y a une carte de commande. Et donc, la personne qui prend la dernière pochette avant la carte, donc au moment où elle prend la pochette, la carte apparaît, donc elle se rend compte qu'elle doit commander la prochaine pochette. Et donc, la carte de commande est à placer sur le bureau de la personne en charge des commandes. Et donc, on évite la rupture de stock pour cet item-là. Et c'est en place sur beaucoup de consommables dans les bureaux. Voilà, donc des exemples d'utilisation assez faciles à mettre en place. Ça peut même être mis en place à la maison, pour le coup, du lean dans les secteurs hors production. Un autre aspect du lean, c'est le chantier. Donc, le chantier Kaizen, le chantier lean, donc par opposition pour compléter la définition de l'amélioration continue qui a été faite, en fait, le chantier, c'est quelque chose de ponctuel qui va avoir pour objet de mettre en place, d'initier ce processus d'amélioration continue. Pour pouvoir mettre en place ce process, donc on va réunir une équipe, on va définir un cahier des charges et on va suivre la roue du PDCA qui va permettre donc de réaliser donc, ce chantier d'amélioration, de réaliser des actions qui vont améliorer les résultats et améliorer les conditions de travail. Donc, on va faire les 4 étapes, donc planifier, réaliser, mesurer. Et ensuite, la dernière étape consiste à vérifier que les actions correspondent aux objectifs fixés. Et si ce n'est pas le cas, donc de corriger et de faire en sorte que ces actions soient pérennes. Donc, de mettre en place vraiment l'amélioration continue et de mettre en place la routine d'amélioration continue. Alors, j'en profite du coup pour faire un petit clin d'œil au chantier, plutôt donc au génie civil. Le lean dans le génie civil, c'est quelque chose, il me semble que c'est quelque chose qui est relativement récent. Et donc, il y a eu des campagnes de sensibilisation de la FFB qui a émis des petites affiches. Mais donc, effectivement, même dans les secteurs où on pourrait se dire c'est compliqué de standardiser et de fluidifier ou d'anticiper, finalement, on peut quand même faire du lean, même sur les chantiers. Voilà. Alors, dernier point, sur quoi je voudrais conclure, c'est que pour les secteurs indirects, mais finalement, je pense que ça s'applique pour tous les secteurs, la réussite, elle réside dans l'implication de tous les acteurs. Ça rejoint ce que Camille a montré dans les difficultés rencontrées sur certains chantiers lean. C'est important d'impliquer tous les acteurs et c'est important que la volonté de changement vienne d'en haut. Parce qu'effectivement, on n'aime pas être confronté à des chantiers où on essaye de faire avancer les sujets et on motive les équipes vers l'amélioration continue et vers le changement. Et au final, il n'y a pas de suivi de la hiérarchie. C'est très, très difficile à accepter. Et puis, ça a l'effet inverse de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire qu'on finit par dégoûter les gens du lean. Donc, vraiment, la volonté de changement qui vient d'en haut, c'est vraiment un facteur clé de réussite. Autre point, c'est que ce n'est pas la peine de se prendre la tête. Là, je rejoins Jeff. On peut faire des petits pas d'amélioration. On peut mettre en place un 5S
très basique au départ, ça n'a pas besoin d'être carré et rigide, et puis s'améliorer au fur et à mesure. Par contre, il faut prévoir du temps. Il ne faut pas se dire que une fois que c'est en place, ça va rouler tout seul. Et c'est toute la difficulté, une fois qu'on a fait un chantier d'amélioration, de faire en sorte que ça devienne de l'amélioration continue, c'est qu'il faut prévoir du temps pour ça. Et ça rejoint le fait que la hiérarchie doit soutenir le changement et le lean pour pouvoir donner du temps aux équipes pour le faire. Et enfin, les erreurs font partie du chemin. Voilà, on ne peut pas être parfait dès le départ, c'est en se plantant qu'on peut pousser. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Et il n'y a que ceux qui ne tentent rien, qui ne peuvent pas se tromper, mais c'est le meilleur moyen de rester immobile. Donc, pour avancer, on peut et on doit faire des erreurs pour progresser. Voilà. Donc, on en arrive à nos conclusions. Je vais redonner la parole à Jean-Philippe pour conclure sur toutes les interventions qui ont été faites. Donc, pour conclure ces interventions toutes plus brillantes les unes que les autres, y compris au niveau du timing, je voudrais vous laisser avec quelques réflexions qui sont toutes des vecteurs de succès, parce que vous avez pu vous rendre compte que on a parlé de philosophie, on a parlé beaucoup d'humains, on a parlé avec Camille aussi finalement de contre-exemples. Et je vous invite aussi à lire, si vous avez l'occasion, un vieux bouquin qui s'appelle Toyota, l'usine du désespoir, qui a servi d'ailleurs Toyota à grandir après cette mise en avant finalement de choses qui n'étaient pas bonnes depuis le début et des déviances. Vous avez pu aussi entendre parler de retour. Toyota a cassé ses valeurs à un moment en essayant de devenir numéro 1 mondial en faisant du volume au lieu de faire de la qualité. Ils ont payé cher et ils l'ont très vite remis en place, ils sont revenus sur leur basique. Donc la première chose qui est vraiment très claire, c'est que si on veut faire cette transformation, utiliser cette méthode et mettre en place cette philosophie, il est absolument nécessaire qu'on ait une implication de la direction. Pourquoi? Parce que derrière, on parle bien, on l'a dit, on l'a redit, on parle bien de l'implication des hommes. Donc, il va être impossible de motiver les troupes si on n'a pas une implication de la direction qui est claire. Quand je parle d'implication, c'est comme les œufs au bacon. Dans les œufs au bacon, la poule, elle participe, le cochon, la dinde, ce que vous voulez, lui, il est impliqué. Voilà, c'est de ça dont on parle. Le vecteur suivant, c'est aucune complaisance sur la sécurité et sur la qualité. Pourquoi? Parce que si on veut que ça fonctionne et si on veut être crédible, eh bien, il va falloir absolument être rigoureux sur ces deux principes de base. On n'est pas là pour tuer les gens, on n'est pas là pour les exploiter, enfin pas plus que de raison, on va dire. Et donc l'aspect sécurité est important. Et l'aspect qualité, je vous l'avais montré et ça a été redit, tout bêtement, si c'est pour aller vite et faire de la merde, on fait juste de la merde plus vite. Donc ça ne sert absolument à rien puisque ça va à l'encontre de nos charmants gaspillages dont nous avons parlé, des trucs qui ne servent à rien. Tout ça, ça va aussi impliquer, c'est pour ça que l'implication et la mentalité de la direction va être importante, ça va impliquer un voyage du manager, de tous les managers, vers un rôle qui va être plus un rôle de leader et de leader coach. On ne va pas demander aux gens de faire les choses bien, on va leur demander de faire les justes choses. Dans la notion de juste à temps, juste tout, c'est la juste consommation des énergies. C'est peut-être là-dessus que je retrouverai. Moi, je n'aime pas utiliser le mot lean, je préfère utiliser le mot juste. Tout ça, ça se base quand même sur énormément de bon sens et un contact permanent avec la réalité du terrain. À chaque fois qu'on dévie, on se rapproche du tableau Excel. J'avais un de mes formateurs qui disait c'est toujours les tableaux pour les grands chefs avec des chapeaux à plumes. Moi, je ne suis pas sûr que je mettrais les plumes sur le chapeau, mais ça reviendrait à la même chose. On va parler d'une organisation régulière et méthodique. Vous l'avez vu, ce système de remontée quotidienne est important.
On parle aussi souvent de cellules autonomes, d'unités autonomes. Il faut se souvenir que dans notre corps, les cellules remontent régulièrement les informations au centre névralgique de décision de manière à pouvoir réagir et lancer des réactions aux maladies qui nous impactent. Donc on est un peu dans cette logique, c'est ça qui fait le lien avec la cellule. Et puis le dernier point, c'est qu'on impacte tout le monde. Il n'y a personne qui est laissé de côté. Autant on va démarrer souvent par la production, mais quand on est en service, il n'y a pas de raison que des services financiers et des services de finance, la production, ça peut être de la finance. Ça marche pareil pour les RH. Et les RH ont encore un rôle plus important puisqu'ils vont être normalement les garants de la bonne conduite du changement. Donc là-dedans, on va terminer sur ces deux mots, c'est tous concernés. Quand on veut faire ça, il faut embarquer toute la population. Voilà, voilà.